Bienvenue en direct, bienvenue en replay. Je vous conseille de prendre de quoi écrire, c'est toujours utile de prendre des notes. Et puis peut-être un verre d'eau parce que ce qu'on va faire, ça va faire bouger un peu les énergies, donc c'est toujours bien aussi d'accompagner ça avec un peu d'eau. Pour le sujet du jour, de la colère à la sérénité, libérez-vous de l'emprise de vos émotions et créez de belles relations. Clairement, la colère, c'est une émotion qui a un impact en général négatif sur nos relations. Pas toujours, parfois ça peut être positif, mais en général c'est quand même plutôt négatif et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce genre de conférences, parce qu'on a envie de pouvoir vivre des relations qui sont plus agréables, à commencer par la relation avec soi, mais aussi des relations de couple, des relations professionnelles. Et en fait, je vois régulièrement dans mes conversations, soit avec les clients, soit les amis ou les conversations en général, que c'est une thématique qui fait peur en fait, la colère, parce qu'elle contient une violence potentielle, parfois avérée, qui est effrayante. Et souvent, on se dit, ben, on essaie d'étouffer tout ça parce qu'on a peur de ce qu'on serait capable de faire. Et donc c'est un sujet qui est délicat en fait, parce qu'il touche à beaucoup de choses, des choses très profondes, des choses très anciennes en nous. Et de voir ça de manière régulière dans les séances avec les clients, ça m'a donné envie de faire un atelier en personne. Je vous en parlerai un peu plus tard, parce que c'est un atelier qui est réservé que pour 4 personnes. Et le but, ben, c'est évidemment que l'information elle soit diffusée à un maximum de personnes. Donc cette séance d'aujourd'hui, elle sert d'introduction et de présentation à l'atelier, mais aussi elle sert à diffuser une information qui, je pense et j'espère, vous sera utile, concrète, parce que la théorie c'est bien, mais si c'est pas ancré dans le corps, ça sert pas à grand-chose. Et le but, ben voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça serve à un maximum de personnes. Parce qu'on peut vivre une vie où on traverse la ville et les embouteillages tranquilles sans s'énerver. On peut vivre une vie où quand notre conjoint ou nos enfants font quelque chose qui ne nous convient pas, on n'est pas tout de suite en train d'exploser, de se dire mais c'est pas possible, pourquoi ils comprennent pas. On peut vraiment vivre une vie qui est tranquille et intéressante. Parce que souvent aussi on a peur de ça, c'est que la colère c'est tellement fort, ça nous fait sentir vivant aussi. Et on se dit, ben, si je vis dans le calme, il va se passer plus rien. Pas du tout. Quand on vit dans le calme, il se passe des choses très très intéressantes. On découvre un univers qui était déjà là, hein, mais simplement auquel on n'avait pas accès parce qu'il y avait trop de rage à l'intérieur. Comme toujours, quand on fait ce genre d'exploration intérieure, c'est essentiel de se souvenir que on fait pas ça pour se culpabiliser ou pour se mettre la faute dessus. On fait pas ça pour s'autocritiquer, on fait ça pour simplement se libérer. Donc on fait ça avec beaucoup de bienveillance envers soi et beaucoup d'honnêteté aussi. C'est un petit effort, mais voilà, la récompense n'a pas de prix. Si on sait comment maîtriser sa colère, on améliore toutes ses relations. Ça veut dire qu'on a une vie de couple qui est plus heureuse, ça veut dire qu'on a un business qui va mieux ou des relations professionnelles qui vont mieux, ça veut dire qu'on a une vie familiale qui est plus détendue, ça veut dire qu'on est en meilleure santé, parce que la colère, c'est aussi, de nouveau, c'est du stress, donc ça a un impact sur le corps physique aussi, et ça veut dire qu'on a une meilleure relation avec soi. Et comme on est la personne à partir de laquelle on fait l'expérience de notre vie, c'est quand même agréable de se sentir bien avec soi-même. Et l'autre chose intéressante quand on fait ce genre de travail, c'est que la communication première entre les êtres humains, et disons de l'être humain avec son environnement général, que ce soit les autres êtres humains, mais aussi les animaux, la nature, c'est d'abord une communication énergétique. Après, on met des mots dessus parce que c'est pratique pour la communication, je dirais, organisationnelle, factuelle, mais la première communication est énergétique. Et si vous reprenez le début de cette vidéo, vous sentirez ça très bien, que c'était au début très calme et très discret. Maintenant, c'est beaucoup plus incarné parce que je suis entrée vraiment dans le sujet et je suis pleinement là. Et ça fait un effet chez vous. Donc, si on revient maintenant à la thématique de la colère, si vous êtes au calme, depuis là, vous pouvez maîtriser une salle entière. Vous pouvez maîtriser un wagon de train bondé de personnes. Je prends cet exemple parce que c'est ce que j'ai fait une fois récemment en allant de Milan à la Suisse et le train était bondé, les gens étaient fous furieux parce qu'il y avait eu je sais pas combien d'annulations et puis ils étaient prêts à s'empoigner. Et en fait, de ce calme-là à l'intérieur de moi, ça se, en fait après ça fait vraiment, ça se transmet et
les personnes autour se rendent pas compte, mais tout ça pèse. Donc le travail que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour les autres. Et ça, c'est une grande règle générale du développement personnel, qui est toujours ça, c'est que quand on décide de faire ce qui est bien pour soi, c'est jamais égoïste parce que ça aura toujours un impact bénéfique pour les autres aussi. Donc à partir de comprendre comment on peut maîtriser sa colère, on rend service aux autres aussi parce qu'on leur permet à eux aussi de se poser et de dire, ok, à partir de là, comment est-ce qu'on a une discussion qui est intéressante et qui est constructive? Parce qu'il y a tellement de force dans la colère que c'est une force constructive aussi, si on sait comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, je vais commencer par ce que j'appelle les mesures d'urgence. Je vous explique tout à l'heure ce que c'est. Ensuite, je vous expliquerai ce que c'est que la colère de manière théorique, comment ça fonctionne. Et après ça, on verra comment on peut s'en servir, parce que c'est l'objectif du jour. Et toujours ancrer ça dans le corps. Donc, je vous donnerai ensuite un moyen très simple de savoir comment rester au calme après avoir fait les explorations. Les explorations que je vous propose aujourd'hui, faites-les aujourd'hui par rapport à un événement passé, une colère récente, un conflit que vous avez eu, comme ça évitera la répétition dans le futur. Attendez pas d'avoir un nouvel épisode pour vous dire ah ouais, je pourrais faire. Non, tout ce que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer à quelque chose qui a déjà eu lieu et ça vous permettra de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et quand on comprend ça, ben, ça libère tout et en fait ça évite qu'on ait besoin de répéter euh, le même schéma. Et puis finalement, il y aura un peu de temps pour vos questions et pour vous expliquer plus en détail de quoi il s'agit concernant l'atelier en personne. Je ne suis pas une reine de la technologie, hein, donc normalement, vous devriez pouvoir réussir à m'envoyer des messages sur Messenger si vous avez des questions et quelque part, je devrais aussi être capable de voir les commentaires. Euh, voilà, ça devrait bien se passer. Donc, les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, c'est vraiment pour se protéger soi-même et protéger les autres si on est dans une colère tellement forte qu'on pense qu'on va entrer dans quelque chose de destructeur. C'est-à-dire on pense qu'on va frapper quelqu'un, on pense qu'on va balancer quelque chose à travers la pièce, on pense qu'on va se frapper soi-même, frapper dans le mur. J'ai vu des choses assez terribles de gens qui se lancent contre le mur tellement la colère intérieure elle est forte et ils savent pas comment l'exprimer autrement. Donc c'est des comportements autodestructeurs ou hétérodestructeurs, c'est-à-dire quand on détruit ce qu'il y a autour de nous. Ça peut arriver avec la colère si elle est tellement forte qu'elle nous submerge, on ne sait pas comment faire d'autre parce que ça a besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Donc pour éviter ça, la première mesure d'urgence, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez le faire, c'est de vous allonger à plat par terre sur le dos, totalement à plat. Les paumes ouvertes vers le ciel et en fait quand on fait ça, ça fait un reset énergétique, un reset émotionnel aussi et vous restez là et vous attendez que la rage se dépose dans la terre. La terre, elle a la capacité d'absorber ça, donc il n'y a aucun danger, ça ne va pas faire de mal à qui que ce soit, au contraire. Et vous laissez tout se poser et vous attendez. Et quand vous sentez que c'est calmé, là, vous pouvez vous rasseoir, vous lever et puis réfléchir à comment reprendre à partir de là où vous étiez arrêté. On n'est pas toujours dans un endroit où on peut se coucher par terre. Si vous êtes au bureau, c'est compliqué. Peut-être même à la maison avec vos proches, c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à ce genre de comportement. Ça peut paraître aussi un peu étrange. Donc, voilà, si vous le sentez pas ou si vous n'êtes pas dans un environnement qui vous permet de le faire, une autre chose qui est très efficace, c'est de ouvrir les mains. Parce qu'un des premiers signes de la colère, c'est ça, hein, c'est fermer les poings. On peut frapper. Donc si on ouvre les mains et si vous arrivez à placer les mains sur le cœur, c'est dur d'insulter quelqu'un quand on a placé les mains sur le cœur comme ça. Ça marche très bien pour les conflits avec les personnes qu'on aime, les conflits dans le couple, avec les enfants. Mais ça peut déjà demander beaucoup. Juste ça, ça peut déjà être un effort. Si c'est trop compliqué ou si ça vous met mal à l'aise, ouvrir les mains et les poser à plat sur les cuisses avec les paumes, toujours les paumes vers le ciel. Et ça calme déjà. Donc ça, c'est vraiment les trois choses essentielles que vous pouvez faire. S'allonger par terre sur le dos, paume vers le ciel. Placer les mains ouvertes sur le cœur quand on est dans une conversation agitée.
Voilà, détendre un peu tout ça ou paume de main vers le ciel, poser sur les cuisses. Et après ça, si on arrive, si on est dans un état où on est suffisamment conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut mettre des mots, c'est-à-dire exprimer, dire à l'autre personne, ok, je suis dans un état de rage tel que là c'est dangereux pour tout le monde et j'ai juste besoin d'un peu de temps et d'espace pour moi. Je reviens et on reprend la conversation. Et vous pouvez sortir et trouver un endroit où vous pouvez vous coucher par terre ou au moins mettre les mains sur le cœur et voilà, faire ce que vous avez à faire. Mais ça, les mots, c'est toujours après, parce que c'est difficile d'utiliser les mots quand on est totalement submergé de tout. Mais si vous arrivez, faites-le, ça permet à l'autre personne de comprendre, de vous laisser l'espace aussi. Ça peut lui donner à elle l'idée qu'elle peut faire quelque chose pour sortir de cet état de rage intérieure. Et si en plus de ça, vous arrivez à dire quand vous allez reprendre la conversation, genre dans 5 minutes, ce soir, demain, ça permet de donner un cadre en fait qui rassure tout le monde. Voilà, mesure d'urgence. Euh, Après, dans ces conversations-là, c'est-à-dire dans la conversation qu'on a maintenant, je considère ça comme une conversation, même si vous le regardez en replay. Écoutez en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est important, ça fait partie en fait de ce que je partage avec vous. C'est-à-dire que sentez ce que dit votre corps, si vous avez besoin de bouger, si vous devez boire, si vous devez vous lever. Vous voyez que moi je bouge beaucoup parce que ça, en même temps que je vous parle, ça fait circuler l'énergie. Ces choses-là, c'est important parce que ça vous rend plus familier avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça vous aide à faire des liens entre les choses et ça vous aide à vous respecter en fait. Et le fait de bailler, vous verrez aussi que parfois je baille, c'est le signe qu'il y a de l'énergie qui bouge. Donc n'hésitez pas. En plus, je ne vous vois pas, donc vous êtes tranquille. Maintenant, définition. La définition la plus simple, hein, c'est la première celle que j'ai écrite spontanément pour moi, c'est que la colère, c'est une énergie extrêmement puissante qui surgit quand une de nos limites ou un de nos besoins n'ont pas été respectés. Des fois, on en est très conscient, des fois, c'est quelque chose d'un peu plus enfoui, mais en général, c'est ça. Une limite ou un besoin qui n'a pas été respecté. J'aime les dictionnaires, c'est mon passé d'historienne et de littéraire, on va dire. Et c'est toujours, on apprend toujours quelque chose de très intéressant quand on va regarder une définition précise, et pour ça, les vieux dictionnaires sont en général plus utiles qu'une définition basique qu'on peut trouver sur Internet, bien que j'ai accédé à cette information en utilisant Internet pour voir quelle est la définition du littré. Alors, le littré nous dit que la colère, c'est un sentiment d'irritation contre ce qui nous blesse. Et il précise après qu'elle se distingue de l'emportement en ce qu'elle peut être dans le cœur sans qu'il s'en montre rien au dehors. Mais dès qu'elle se montre par des gestes ou des paroles passionnées, alors il y a emportement. Il fait la distinction entre colère et emportement. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience une fois d'être face à quelqu'un qui a une colère extrêmement expressive ou d'être face à quelqu'un qui a une colère beaucoup plus froide, qu'on sent que c'est là à l'intérieur, que c'est très presque métallique comme ça, mais que c'est pas exprimé. Ça change rien par rapport au travail que nous on fait, mais c'est toujours intéressant de se souvenir en fait de la définition des mots sur lesquels on travaille. Maintenant, comment ça fonctionne en fait la colère? Parce que j'imagine que les colères que vous avez vécues et qui vous motivent à regarder cette vidéo, c'est des moments de rage disproportionnés en général par rapport à l'événement. Et c'est très souvent le cas quand on est en colère parce que il y a un événement dans le présent, un petit truc déclencheur qui ouvre une porte et qui fait que tout d'un coup, une colère qui était là depuis très longtemps mais qui a jamais pu être ressentie, elle peut sortir. Elle peut être ressentie. C'est pas, c'est le mot important, c'est elle est ressentie d'abord. Exprimée, c'est secondaire. Mais elle est tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous permet de ressentir une colère qu'on ne s'est pas donné le droit de ressentir dans le passé parce que ça nous aurait mis en danger d'une manière ou d'une autre, de manière réelle ou de manière imaginée. En tant qu'enfant, on a compris à un moment donné
Et d'ailleurs, on le voit si on observe les interactions parents-enfants à la place de jeu. Il y a beaucoup de parents qui supportent pas que leur enfant s'énerve, que leur enfant soit en colère. Et en fait, on s'en fiche si la colère, elle est justifiée ou pas. Mais d'avoir le droit de ressentir quelque chose qui s'appelle en l'occurrence la colère, eh ben, c'est essentiel. Et si en tant qu'enfant, on a entendu que c'était mal de se mettre en colère, qu'on n'avait pas le droit, que c'était injustifié, que etc., etc., et c'est très certain qu'on a des tas de colères qui sont enfouies quelque part, qu'on ne s'est jamais donné le droit de ressentir, et qui tout d'un coup, dans notre vie d'adulte, ressortent, parce que là, il y a eu le petit truc qui a permis d'ouvrir la voie pour qu'enfin on se donne le droit de ressentir cette colère. Donc le mécanisme en général, c'est ça, hein. C'est un petit truc insignifiant dans le présent qui génère une explosion, parce qu'en fait, ça vient du passé. Et cette explosion, comme on a dit avant, elle est remplie de force de vie. Et à l'intérieur de ça, à l'intérieur de la colère contre quelque chose, en fait, il y a toujours la passion, le désir pour quelque chose. Ce truc qu'on veut qu'il soit respecté, ce besoin qu'on a, cette chose qui compte pour nous, en fait, on a la passion pour ça. Et ça, c'est la force créatrice qui est contenue dans la colère, et c'est celle qu'on peut apprendre à utiliser, et c'est ça qui change le monde, en fait. Euh, Ça change le monde parce que ça nous aide à prendre des décisions par rapport à nous, pour dire maintenant ça, j'en veux plus dans ma vie, je veux quelque chose de différent. Et on fait ça au niveau individuel, mais après on fait ça au niveau collectif, on fait ça au niveau politique. Les grands mouvements, ils naissent de ça. Alors, soit ils naissent d'une colère, soit ils naissent d'un désir. Ça dépend comment ça a été ressenti par les personnes qui ont initié ces mouvements. Mais au final, c'est les deux facettes de la même force. Donc, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment on se sert de cette colère? L'étape fondamentale pour pouvoir en faire quoi que ce soit, c'est d'abord de se donner le droit de la ressentir. Juste ça. Juste se donner le droit d'être en colère. C'est pas important de savoir si c'est justifié ou si c'est pas justifié, si c'est le moment ou si c'est pas le moment, si c'est la faute de l'autre, si c'est la faute de soi, si c'est la faute de personne. Aucune importance. Juste ce qu'on ressent, et ça c'est une règle générale, tout ce qu'on ressent dans un premier lieu, c'est toujours, toujours, toujours légitime, simplement parce qu'on le ressent. Après, on réfléchira à ce qu'on veut en faire, comment on veut le travailler et tout. Mais la première étape, c'est de reconnaître que c'est là, de valider l'existence de ce sentiment et de dire oui, tu as le droit d'être là. Oui, moi, Noémie, j'ai le droit d'être en colère maintenant. J'ai le droit de ressentir ça. Point. Parce que si on ne se donne pas le droit de ressentir, en fait, c'est comme si on rejetait le matériau sur lequel on veut travailler. Et on doit l'avoir dans les mains pour pouvoir en faire quelque chose. Donc, premièrement, on l'accueille et on dit oui, tu as le droit d'être là. Et après, on réfléchit à ce qu'on va en faire. Le premier bénéfice de se donner le droit de ressentir la colère qu'on ressent, il est physique, je veux dire sur le corps humain physique, c'est pour la santé. La colère qui n'est pas ressentie et qu'on essaie d'ignorer, d'étouffer, qu'on pousse quelque part à l'intérieur de soi, elle va toujours se retourner contre nous. Toujours, toujours, toujours. Après, l'exemple le plus simple, c'est juste l'augmentation de la pression que ça génère, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation du niveau de stress, voilà. Après, on peut aller plus loin dans les détails, mais juste basiquement ça. Si au moins on se donne le droit de le ressentir, ça s'apaise après. Sinon, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça devient du ressentiment, ça devient un truc qui nous ronge à l'intérieur, et forcément, c'est néfaste. Ensuite, je baille parce que ça bouge. Le fait de donner le droit de ressentir ce qu'on ressent, c'est nécessaire pour l'alchimisation émotionnelle. C'est-à-dire que pour pouvoir passer de la colère contre à la passion pour, il faut d'abord ressentir la colère contre. Sinon, on ne peut pas savoir quelle est notre passion. On doit aller chercher à l'intérieur. Si on ne ressent pas la colère à la base, on ne peut pas aller trouver la passion qu'elle contient. Donc c'est nécessaire pour l'alchimisation émotionnelle. Et ensuite, c'est nécessaire pour le respect de soi et l'intégration de la partie de nous qui a été blessée dans le passé et ou dans le présent et qui doit pouvoir trouver sa place à l'intérieur de nous. Quand c'est ces colères du passé comme ça, c'est des parts de nous qu'on a dû mettre de côté pour s'en sortir, pour survivre. Et donc on s'en est coupé ou on les a rejetées ou ignorées. Ces parts-là, on doit les réintégrer.
Et c'est en les réintégrant que tout s'apaise. Et cette intégration, elle se fait notamment et pratiquement entièrement en se donnant simplement le droit d'être en colère, de ressentir ce qu'on ressent. Et juste de faire ça, ça calme déjà tout. Par rapport à, à la question de voilà, cette colère du passé et le déclencheur dans le présent, en fait, si on comprend ça, ça nous permet de vivre la colère sur deux niveaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir un niveau plus profond, un peu souterrain comme ça, où ça gronde, où c'est fort, où c'est puissant et où c'est toute la rage du passé qui n'a pas pu être ressentie ni exprimée, qui est là. Et on se donne le droit de ressentir ça. Et en même temps, on a un autre niveau de conscience dans le présent. On dit, OK, je suis conscient que cette colère-là, c'est une colère du passé. Il s'est passé ce petit truc dans le présent qui est peut-être effectivement dérangeant. Euh, voilà, un email qui vient avec un ton qui est pas plaisant, quelqu'un qui vous coupe la parole, quelqu'un qui vous lâche la porte au visage alors que vous alliez juste entrer dans le bâtiment. Des petites choses comme ça. Où on peut se dire, ok, c'est déplaisant, mais c'est pas ça la vraie origine de ma colère. Donc je vais réfléchir posément dans le présent à comment je vais répondre à cet email. Est-ce que vraiment c'est important dans ma vie en général que la personne m'ait lâché la porte au visage au lieu d'avoir un petit peu d'intérêt et de respect pour les gens derrière? Combien d'énergie j'ai envie d'accorder à ça dans ma vie? Euh, Est-ce que je peux exprimer d'une manière polie à la personne qui m'a coupé la parole dans la réunion que j'aimerais bien pouvoir aller au bout de mon exposé et ensuite on discute. Voilà, on réfléchit comme ça de manière, je dirais, plus intellectuelle dans le présent et en même temps on se donne le droit de ressentir ce truc-là, comme ça qui gronde, en sachant qu'on n'a pas besoin de tout détruire, non, juste on se donne le droit de ressentir ça. Et on vit comme ça la colère sur deux niveaux. Et c'est pas schizophrénique, c'est simplement que on a la capacité en fait de comprendre d'où vient cette colère et en même temps de se dire, ok, dans le présent, on est à un autre niveau, on est à un niveau où en général c'est beaucoup moins grave. Après, même si c'est grave dans le présent, on va agir d'une manière différente parce qu'on a compris quelle était l'origine. Donc, en fait, c'est reconnaître la véritable origine de cette explosion de rage et la reconnaître à sa juste valeur, sans la juger, sans savoir si c'est, on avait raison ou pas, juste dire ça existe et j'ai le droit de le ressentir. Et puis, dans le présent, à un niveau plus superficiel, c'est aussi reconnaître à sa juste valeur le déclencheur, c'est-à-dire se demander si ce déclencheur-là, c'est un petit truc en fait insignifiant ou peu signifiant, ou c'est quelque chose de plus sérieux qui doit être pris en considération d'une manière différente et traité, voilà, de la manière appropriée, mais sans colère, justement, sans rage, juste avec des limites claires et l'exigence du respect, en fait. Donc c'est ça. Première étape, se donner le droit d'être en colère et de ressentir ce qu'on ressent. Ensuite, et on en a déjà parlé, c'est identifier la cause dans le passé. Donc c'est-à-dire, au début, souvent, quand on se rend compte qu'il y a une disproportion entre la colère qu'on ressent et l'événement déclencheur, c'est un premier indice que c'est une colère du passé qui enfin trouve le moyen d'être ressentie, exprimée, trouver sa voie de sortie. Alors c'est intéressant d'aller chercher qu'est-ce que c'est précisément cette colère du passé. Et ça, on peut le rechercher dans le corps, c'est-à-dire juste c'est pas compliqué hein, de se reconnecter avec le corps, c'est juste dire, ok, on peut même parler à son corps, dire, ok, mon corps, c'est quoi l'information? Quand est-ce que j'ai déjà ressenti ce genre de colère? Est-ce que tu arrives à me donner l'information? Ou quand c'était, où c'était? On peut aussi le rechercher de manière plus intellectuelle dans les souvenirs, se dire est-ce qu'il y a des événements similaires. Ça, en général, la recherche plus intellectuelle, elle va nous donner l'information sur un schéma qui se répète. Par exemple, chaque fois qu'on va au restaurant avec les enfants, ça finit en drame. Ok, alors là, on voit un schéma qui se répète, mais on va chercher plus profond. On va se dire, ok, quel est le souvenir le plus ancien que je peux trouver où je me suis sentie comme ça? Et ça va nous donner l'information qu'on cherche, qui est la colère originelle qui n'a pas pu être ressentie.
On peut faire l'exercice en y pensant comme ça, c'est toujours plus puissant quand on écrit et qu'on laisse l'écriture aller, on écrit avec un stylo et du papier. Ça marche aussi si on tape à l'ordinateur, mais c'est moins efficace. Et comme ça, on trouve l'origine de la colère et on peut se dire, ok, en fait, à cette époque-là, ce truc-là qui s'est passé quand j'étais enfant, ben, j'avais le droit d'être en colère pour ça. J'avais le droit de ressentir ce que je ressentais sur le moment. Que c'était justifié, pas justifié, gentil, pas gentil, aucune importance, aucun jugement, aucune étiquette. Mais moi, à ce moment-là, j'avais de la colère à l'intérieur et j'avais le droit de ressentir ça. J'ai pas pu à l'époque, je me suis pas permis à l'époque, pour des bonnes raisons, qui étaient de me protéger. Maintenant, là, comme adulte, ouais, je peux ressentir ça. Et ça intègre la part de soi qui a besoin d'être reçue, d'être intégrée et d'être acceptée avec toute sa colère. Il n'y a pas de danger à faire ça. Parce que du coup, ça nous amène à savoir en fait contre quoi ou contre qui on était en colère. Et quand la colère, elle est dirigée contre son vrai objectif juste, y a pas, on passe pas à l'action. C'est juste qu'on reconnaît, ah ouais, ma colère, elle était contre ce truc-là, contre cette personne-là, contre cette parole-là, sans plus. Ça se dissout, ça se dissout. Voilà. Et de là, on va chercher de la colère contre, on va chercher la passion pour. C'était quoi le truc que je voulais protéger avec cette colère? C'est quoi qui est tellement important pour moi, qui est tellement précieux, qui est peut-être tellement délicat ou vulnérable, que j'ai dû mettre cette colère autour pour le protéger? C'est quoi le truc dont j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me fait me sentir vivant? Qu'est-ce qui me donne la force qui me nourrit pour avancer dans la vie et avoir du plaisir dans la vie? On va chercher ça dans la colère. Et là encore, par écrit, on découvre toujours des choses très intéressantes. Ça clarifie tellement de choses quand on écrit. Donc on peut commencer à écrire je suis en colère contre et on complète. Parce que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est et on complète. Et vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à écrire. Si ça vous emmène très loin de la question initiale, c'est pas important, vous suivez parce que ce qui demande à être écrit, ce qui doit être écrit, si vous l'écrivez, ça libère. Donc vous suivez ça, ça va vous amener exactement au bon endroit. Ça va clarifier pour vous. Donc ça veut dire que dans votre énergie, il y a une information qui va devenir beaucoup plus claire, qui va être, moi, ce qui me tient à cœur, c'est ça. Et du coup, inconsciemment, énergétiquement, ça donne un point de référence aux personnes autour de vous, de nouveau basé sur ce que je disais avant, que la première communication est énergétique. Donc, les personnes autour de vous vont sentir, percevoir que ça, cette chose que vous avez identifiée, la passion pour à l'intérieur de la colère contre, la passion pour, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et donc, ça leur fait un point de référence. Ça leur donne quelque chose par rapport à quoi se positionner. Alors après, parfois, oui, on est face à des gens qui ne sont pas respectueux pour des raisons qui sont les leurs, etc. Mais la plupart du temps, ce que ça fait, c'est que l'autre personne devient inconsciemment plus attentive à ce qui est important pour nous parce que nous-mêmes, on est au clair avec ça. Et après, si on veut passer dans la partie verbale, on peut aussi le communiquer à l'autre personne avec des mots en disant, ben voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment important, je sais pas. Par exemple, pour moi, c'est vraiment important qu'on ne m'adresse pas la parole le matin pendant la première heure après le réveil parce que je suis encore dans mon monde, j'ai besoin de pouvoir aller lentement, de faire mes trucs tranquilles, de faire le tri de ce qui s'est passé pendant la nuit dans mes rêves, etc. Et j'ai juste pas envie de parler aux gens. Alors si on arrive à dire ça c'est important pour moi, l'autre peut se dire ah bah ok, parce que peut-être qu'on vit avec quelqu'un qui est là, ouais super, on vient de se lever, c'est le matin, la bonne énergie, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qui commence à nous parler, too much. Alors si l'autre personne, et ça peut être des choses qu'en fait on s'est jamais dites dans le couple depuis des années parce que on pensait que c'était évident, on pensait que l'autre comprenait, et en fait, non. Alors si on arrive à le dire, voilà, moi le matin, j'ai besoin de calme, de silence là pendant 1 heure de temps, c'est pas que je t'aime pas, mais c'est juste que
c'est important pour moi de pouvoir fonctionner comme ça et ça me permet après de passer une belle journée avec toi. Et alors l'autre bah, peut comprendre. C'est ah ok, en fait on est vraiment différents sur ce point-là. Et ensuite on peut se poser la question et poser la question à l'autre, comment tu penses qu'on peut créer ou construire ensemble à partir de ça? Donc on invite l'autre dans ce qui est important pour nous. Plutôt que d'essayer de le maintenir à distance parce qu'il n'arrive pas à respecter ou à comprendre, non, on dit ok, ça c'est important pour moi et je t'invite à réfléchir avec moi à comment on peut créer ça bien ensemble. Donc ça c'est pour la partie voilà, expression avec les mots. Mais si ça c'est difficile, juste vous d'être au clair de ce qui compte pour vous, de ce que vous cherchez à protéger, de ce qui est précieux, qui est beau pour vous, que vous cherchez à protéger avec la colère, ça va déjà changer énormément de choses. Parce que vous serez au clair avec vous-même, parce que l'énergie, l'information dans l'énergie, elle sera claire aussi pour les autres. Donc, si on récapitule, à part les mesures d'urgence qui permettent de calmer tout directement tout de suite, on peut et on doit se donner le droit de ressentir la colère qu'on ressent sans que ça mène à des actions violentes. Juste se dire j'ai le droit de ressentir ça. Le simple fait de se dire ça, ça va déjà calmer beaucoup les choses. Ensuite, on va identifier l'origine dans le passé et le déclencheur dans le présent. C'est important de voir quel est le déclencheur dans le présent parce qu'en fait, c'est souvent lui qui est le premier indice pour trouver l'origine dans le passé. Ça peut être une personne qui a une attitude similaire à ce qui s'était passé à l'époque. Ça peut être... des fois, c'est des choses peut-être un peu plus subtiles. Ça peut être une odeur, un son, une couleur, peu importe. Mais si on identifie l'origine passée et le déclencheur dans le présent, ça permet d'avoir cette attitude où on se donne le droit de ressentir toute la colère qu'on a envie de ressentir et dans le présent de dire, ok, comment moi, posément, je gère cette situation en tant qu'adulte, là maintenant dans l'instant. Et puis, on va rechercher le désir qui est contenu ou la passion qui est contenue dans la colère, le truc qu'on cherche à protéger et qui est important pour nous. Et on honore ça, voilà, ça c'est mon trésor, j'ai trouvé ça et en fait c'est ça qui est important pour moi. Et de pouvoir faire ça, ça clarifie tout et ça fait qu'on n'a plus besoin de se battre en fait pour protéger cette chose-là. Parce que nous, on est au clair avec le fait que c'est important pour nous, on reconnaît ça, on l'accepte et on dit voilà, ça, tout ça c'est intégré, tout ça, ça fait partie de moi, ça a le droit d'être là, j'ai le droit de vouloir la chose que je veux et j'ai le droit d'être en paix avec ça. Et ça, exactement ce que je viens de faire là, sans même vraiment en être tout à fait consciente, ça nous amène à comment est-ce qu'on ancre la sérénité dans son corps. Alors on fait exactement ce que je viens de faire, mais on le fait d'une manière consciente, c'est-à-dire que on fait un soupir de soulagement et de satisfaction conscient. C'est un truc qu'on fait de manière naturelle tout au long de la journée. Vous savez exactement, quand je vous prononce ces mots, vous comprenez exactement ce que c'est. Vous avez déjà vu des tas de gens faire. Vous l'avez fait vous-même plein de fois. Voilà, la seule différence, c'est que maintenant vous le faites consciemment. Puisque je ne vous vois pas, et si vous êtes dans un endroit tranquille, faites-le maintenant. Voilà. Et vous vous posez tranquillement. Fermez les yeux. Et c'est vraiment le soupir de soulagement. C'est pas un long expire, c'est pas une respiration pranayama, c'est pas, c'est juste cette fonction naturelle de l'être humain et des animaux de détente où on se pose et c'est bon d'être là. C'est la satisfaction profonde d'être posé là, tranquille. Et vous sentez toute l'énergie qui descend, qui vient se collecter dans le bassin. C'est là qu'est le centre du corps. Le centre énergétique, c'est dans le bassin. Vers le chakra racine, c'est le bas-ventre. Mais peu importe la terminologie, hein, c'est juste, c'est là. Voilà. Et là, peut-être ça fait bailler. Effectivement.
Et ça, vous posez tranquille. Laissez le visage se détendre, les épaules, les cuisses, les pieds, les orteils, les bras. Et vous restez là. Et cet exercice-là, consciemment, vous le faites minimum 8 fois par jour. Prenez votre téléphone, personnellement c'est ce que je fais. Bon, maintenant c'est devenu tellement intégré que j'ai moins besoin du rappel, mais là-dedans vous mettez une alarme toutes les heures. Toutes les heures, où que vous soyez. Si vous êtes dans un endroit tranquille où il n'y a personne, vous posez, vous fermez les yeux, penchez un petit peu la tête vers l'avant et vous laissez tout le corps se détendre. Si vous êtes dans une réunion, s'il y a du monde autour de vous, vous pouvez juste faire voilà, truc normal. Quand on est dans une réunion, quand on est assis quelque part, il y a toujours un moment où on se réinstalle sur sa chaise. Vous en profitez pour faire ça, puisque c'est quelque chose qu'on fait de toute façon naturellement, personne ne va remarquer. Par contre, vous savez que c'est conscient et vous laissez votre corps se détendre. Et vous vous prenez au jeu, c'est-à-dire vous faites l'expérience. C'est bien de le savoir, c'est bien d'écouter ce que je vous raconte, mais faites-le. Minimum 8 fois par jour, minimum une semaine. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Et c'est pas le changement comme ça. C'est vraiment un changement profond qui fait que vous faites ça une semaine, peut-être vous le faites même pendant 2 semaines, et tout d'un coup vous allez vous dire, ah, en fait aujourd'hui j'ai traversé toute la ville et je me suis pas énervée. Je suis arrivée au bureau tranquille. Il y avait autant de trafic que d'habitude, il y avait autant de gens qui coupent la route, il y avait autant d'embouteillages, en plus il pleuvait, pourri à souhait. Et ben en fait moi je suis arrivée au bureau et j'étais tranquille. Mais ça, vous n'allez pas le voir sur le moment. Vous allez peut-être vous en rendre compte le soir en rentrant à la maison ou bien même 3 jours plus tard. Parce que c'est déjà tellement intégré en vous. Donc ça, c'est la clé d'intégration physique. Faites les exercices, les autres, d'aller rechercher l'origine dans le passé, comprendre le déclencheur dans le présent, savoir quel est ce que vous voulez protéger. Et avec ça, ça va transformer énormément. Et si vous avez besoin des mesures d'urgence, faites-le. Couchez-vous par terre, c'est le truc le plus efficace. Vraiment. Alors, merci d'avoir écouté tout ça. J'espère que vous pratiquez, j'espère que ça change quelque chose pour vous. C'est certain de toute façon que si vous pratiquez, ça va changer, mais je suis curieuse de savoir comment ça change. Donc si vous avez envie de m'en faire part, faites-le. Je vois pas de commentaires, donc j'en déduis qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, pas pour l'instant dans le live. Je vais simplement ajouter là où est-ce que vous pouvez me contacter parce que ça m'intéresse de savoir ce qui change pour vous. Et si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que j'ai expliqué ou si vous voulez partager quelque chose avec moi, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, ici vous trouvez LinkedIn, Instagram, mon site web, Messenger, ben, vous l'avez depuis là. Et puis concernant l'atelier en personne, c'est quelque chose que je me réjouis beaucoup de faire. C'est un atelier qui aura lieu à Milan du 7 au 9 mars 2025, donc de vendredi à dimanche. C'est réservé à 4 personnes et c'est un atelier que j'organise spécifiquement pour les hommes. S'il y a des femmes qui écoutent, j'espère qu'il y en a, j'organise volontiers quelque chose pour vous. Faites-moi signe, écrivez-moi dès que j'ai 4 personnes. Je peux faire pareil pour un groupe de femmes. Là, c'est prévu uniquement pour les hommes. Les inscriptions jusqu'à fin novembre. Jusqu'au 15, le prix Early Bird à 760 euros. À partir du 16, 1500 euros. Et fin des inscriptions le 30. De toute façon, j'aimerais avoir une conversation avec vous parce que c'est un petit groupe. C'est quelque chose qu'on va faire vraiment une exploration en profondeur de cette thématique-là. Ça va faire bouger les choses. Il va y avoir des émotions, il va y avoir des choses qui vont se passer, ça va être beau. Et pour ça, j'ai envie d'avoir une conversation avec vous
avant de confirmer totalement votre inscription. Donc contactez-moi par le moyen qui vous convient le mieux. Si vous me connaissez déjà, si vous avez mon numéro de téléphone, si vous avez mon email, contactez-moi aussi de manière privée, directe. Euh, Posez-moi des questions si vous en avez. Et puis, si le travail en groupe intense comme ça pendant 3 jours, c'est pas votre truc du tout, euh, on peut parler de faire du coaching en individuel ensemble, puisque ça, c'est de toute façon la base de mon activité. En ligne, parce que je voyage pas mal, mais si je suis dans la même ville que vous, on fera aussi une séance en personne. J'essaye de faire ça en fonction de mes déplacements. Donc, les deux options sont largement faisables et ça en vaut vraiment la peine. Parce qu'une vie où on est apaisé, où on peut vivre bien avec soi, bien avec les autres, que ce soit dans les relations amoureuses, d'amitié, de travail, et en bonne santé, ben ça vaut la peine, c'est précieux. Voilà, portez-vous bien, contactez-moi pour toutes les questions que vous pouvez avoir et ben, prenez soin de vous et profitez. Aujourd'hui ici il fait grand beau, donc tout le soleil et tout l'amour pour vous.